La nature, en fait, elle est high-tech. Elle est incroyablement high-tech. À votre avis, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du phytoplancton, absolument. C'est une diatomée. Ah, elle est belle, déjà. Et cette diatomée, en fait, son squelette est en silicium. La totalité de son squelette, c'est du silicium. Alors, je travaille dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, on l'a appelé comme ça parce que c'est là qu'on fait les meilleures puces électroniques au monde. C'est notamment là qu'il y a Intel. La distance ici entre deux branches, là, vous voyez deux petites branches, là, c'est 10 nanomètres. Vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Je vous ai mis à la même échelle ce que fait Intel. C'est-à-dire, quand Intel imprime des semi-conducteurs, ça ressemble à ce que vous voyez en bas. Les puces que vous avez dans vos ordinateurs, c'est les puces de droite, 22 nanomètres. Intel, aujourd'hui, est très en retard pour sortir des puces à 14 nanomètres. Quand Intel part dans un projet comme ça, passer de 32 à 22, c'est une aventure à 10 milliards. Parce que si jamais ils n'ont pas de chance, il faudra qu'ils immobilisent 10 milliards de trésorerie. Ils vont peut-être tout dépenser s'ils n'ont pas de chance. C'est une des industries les plus cash-intensives au monde, comme on dit. Et puis l'usine, le centre de fabrication, le fab, qui fera les premiers semi-conducteurs à 22 nanomètres, va coûter 900 millions de dollars. C'est une salle blanche. Parce qu'à cette échelle, si un cheveu tombe sur votre semi-conducteur, c'est l'Himalaya qui vient de tomber sur votre tiramisu, là. Donc vous êtes obligé d'avoir une salle blanche. La diatomée fait mieux sans salle blanche. Qui est le plus high-tech entre les deux, là? À la même échelle, qui est le plus high-tech? La diatomée le fait sans salle blanche, sans consommation énergétique excessive. Elle imprime mieux en bout de chaîne, mais son processus industriel est meilleur également. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces Intel qui flottent. Et ces puces, elles flottent, elles nous narguent, puisqu'elles flottent depuis 3 milliards d'années. La nature est littéralement high-tech. Et le biomimétisme dit véritablement, si on exploite la nature comme une source de connaissances, on a beaucoup plus à y gagner. Et en plus de ça, on transcende le conflit d'intérêts croissance-nature, qu'on a conçu pendant des années comme un conflit d'intérêts absolument inévitable. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Attendez 2 secondes. Ça. C'est de la peau de requin. C'est un exemple... Un des exemples les plus cités en biomimétisme, ce sont des dents. En fait, le requin est couvert de dents. La prochaine fois que vous caresserez un requin, vous saurez pourquoi c'est rugueux, il est couvert de dents. Mais je vous présente en fait là le meilleur revêtement anti-turbulence au monde. Il est meilleur que les revêtements développés pendant la guerre froide pour les sous-marins nucléaires. Il est tellement bon qu'Airbus s'en est inspiré pour l'A350. Et il est tellement bon que ce sont les combinaisons interdites de Speedo au JO de Pékin. Là, vous voyez Michael Phelps avec une de ses combinaisons qui a battu, je crois, 7 ou 8 records du monde. Donc, ça fait mieux que nous. Et c'est aussi le meilleur revêtement anti-fouling au monde. Vous verrez jamais un bigorneau collé à un requin. Genre de petite observation qu'on fait rarement, je vous l'accorde. Mais c'est un revêtement anti-fouling. Et du coup, BASF s'en est inspiré pour faire une peinture anti-fouling qui est la meilleure au monde. Ici, vous avez une céramique. Cette céramique est absolument incroyable. Ce sont plein de feuillets empilés. Alors, n'importe quel ingénieur en matériaux dira quand vous avez plein de feuillets empilés, ça c'est un très bon blindage. C'est-à-dire que, par exemple, une rame de papier, essayez de la déchirer, ça va être très compliqué. Une rame de papier de 500 pages, ça arrête une balle de fusil pour le coup. Ça fait 10 millions de pages. Ça arrête un bazooka à charge creuse. À bout portant. C'est-à-dire on prend un bras télescopique, poum, ça n'entame pas la bonne humeur du machin. Qu'est-ce qui fabrique ça? C'est un fruit de mer. Le fruit de mer le plus cher sur un plateau de fruits de mer. Au-delà de l'huître. Le coquillage, effectivement. L'ormeau, absolument. L'ormeau, ça peut vous blinder un char Leclerc. Cette céramique est meilleure que les nôtres, meilleure que les céramiques de qualité militaire, mais en plus de ça, le processus industriel est bien meilleur aussi. Ça pollue pas, ça. Nous, quand on fait des céramiques moins bonnes que l'ormeau, c'est de l'acide sulfurique à forte pression. C'est des usines de type AZF. L'ormeau, ça consomme très peu d'énergie. Tout ce que ça utilise, c'est du plancton et du soleil. Enfin, le plancton utilisant le soleil. Du carbonate de calcium. Ça fait mieux que nous. Alors, je vous ai fait un peu un buffet à volonté, puis je vais conclure là-dessus. Est-ce que ce petit coquillage, il produit une toxine? La muconotoxine, c'est un cône du Pacifique, très dangereux, mais si vous avez des gants, aucun danger, puisque le dard ne pénètre pas un gant de plongée.
Ce coquillage, il est vendu à 3 $ sur les marchés parce qu'il est joli. C'est vraiment pour moi la représentation du fait qu'on brûle la nature au lieu de la lire, parce que vraiment, 3 $ le coquillage, c'est une des utilisations les plus débiles qu'on pouvait faire de ce coquillage. Avez-vous une idée du prix de sa toxine au kilo? Sachant que la demande mondiale est supérieure au kilo. 1 kilo d'or, on va prendre ça comme étalon, 1 kilo d'or c'est 30 000 €. À votre avis, ça va chercher dans les combien cette toxine? 100 000, donc 3 fois l'or. C'est plus. Elle sert à quoi la toxine? Elle est très utilisée en neurotechnologie, elle permet de faire des neurotechnologies avec un niveau de détail incroyable, donc c'est des nanotech, neurotech, elle est aussi utilisée en neurochirurgie, etc. Très grosse demande mondiale qui ne fait qu'augmenter. C'est plus que 100 000. 500? Je vous laisse faire le calcul, 800 $ le milligramme. Et la corne de rhinocéros? Ah, la corne de rhinocéros à côté, c'est rien. Ça nous fait du 800 millions de $ le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Il faut les élever. Hein. Il faut les élever absolument. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on les vend à 3 $ le coquillage. Et il est en voie d'extinction à cause de ça. Voilà, Frank Zal, l'arénicole. Alors, l'arénicole, donc le petit ver de vase. J'aime beaucoup l'ironie de ce cas en biomimétisme parce que c'est vraiment le cas qu'on a marché sur des livres sans le savoir. Quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine. Ils avaient déjà un substitut de plasma, et notamment on savait que l'eau de coco est un substitut de plasma. Genre de petit factoïde qui sert à rien mais que vous pouvez ressortir au dîner mondain. On peut se faire une transfusion avec du lait de coco, de l'eau de coco, pardon, pas du lait. Ça sert vachement dans le théâtre du Pacifique, donc ça sert vraiment en fait. Mais de l'hémoglobine, il n'en avait pas. L'hémoglobine de l'arénicole, c'est du O négatif. Elle est universellement transfusable. C'est-à-dire que les Américains, quand ils ont débarqué en Normandie, la solution était sous leurs pieds, littéralement. Ils marchaient vraiment sur les livres qui disaient, voilà, vous voulez de l'hémoglobine du O négatif illimité pour vous? Pas de problème, c'est là. Mais c'est pas fini. Cette hémoglobine est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. 50 fois. Alors, évidemment, application pour le dopage. Vous prenez un cycliste dopé à l'érythropoïétine, l'EPO, il pourra au maximum faire du 1,8 en oxygénation par rapport à un individu normal. Fois 50. Mais évidemment, l'enjeu, c'est pas le dopage, c'est les transplantations d'organes. Avec ça, vous pouvez garder un greffon 8 jours, alors que le maximum mondial d'un greffon, c'est 24 heures. Et quand vous faites une transplantation, l'enjeu, c'est de reconnecter le greffon le plus vite possible, et donc d'éviter qu'il soit sous-oxygéné, auquel cas il se nécrosera, il sera rejeté. Avec de l'hémoglobine d'arénicole, aucun rejet. Autre application biomédicale, la moule. Donc là, on n'est plus dans le high-tech, je vous parle de Léon de Bruxelles, là, quand même. Le fil que la moule utilise pour coller au rocher, on l'appelle le byssus. Je vous présente la meilleure colle connue de l'homme. Meilleure que les colles polycomposants de la NASA, et bien évidemment meilleure que les colles commerciales. Vous pouvez absolument pas coller une moule à un rocher avec de la superglue ou du néoprène. Ce byssus, il fonctionne, il est effectif à forte salinité, basse salinité, température ambiante très basse ou relativement haute, il résiste aux UV, et il résiste aux forces de flambement et de torsion des vagues. Donc vous avez une colle exceptionnelle. Mais en plus, ça ne pollue pas. Et comme ça ne pollue pas, je vous présente aussi le meilleur fil suturant connu de l'homme. D'où la petite bande dessinée. Eh les gars, fermez les plaies avec le fil, pas avec les coquillages. Parce qu'en fait, ce fil aujourd'hui, il est extrêmement cher. Il est réservé à la chirurgie plastique et aux césariennes de stars. Parce qu'il vous fait des plaies nickel. Il est imputrescible, ce qui fait que du coup, il n'abrite pas de bactéries. Vous ne verrez jamais du byssus de moule moisir. Et donc, ça fait vraiment des plaies exceptionnelles. Les chirurgiens qui ont travaillé avec ne veulent plus revenir en arrière parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être des bouchers. Mais aujourd'hui, le seul moyen qu'on a d'en produire, c'est de cultiver une moule sur un petit rocher cylindrique et de le faire tourner à mesure qu'elle s'attache pour faire une bobine de byssus de moule. Alors, ça sera mon dernier cas. La crevette menthe religieuse. Alors, elle, c'est la crevette de tous les records, quoi. Cette crevette peut vous péter une main ou un bras. Elle est grande comme une langoustine. Il y en a 400 espèces dans le monde. Et vous voyez ici, elle a des petits marteaux là. Un peu comme des marteaux à fruits de mer pour casser des tourteaux. Et c'est justement ce qu'elle fait. Elle casse des crabes avec. Seulement quand elle envoie son marteau pour casser un crabe, elle lui donne l'accélération d'une balle de fusil d'assaut. Si nous on était capable d'envoyer une balle de baseball à 1/10 de cette accélération, on la mettrait sur orbite. Ce marteau casse évidemment un aquarium blindé.
puisqu'il a l'énergie cinétique, il aura la vélocité finale d'une balle de fusil, mais il a une masse supérieure. Évidemment, si vous l'arrachez, il repousse, parce qu'après tout, pourquoi pas. Cette crevette, quand elle envoie son marteau, il se forme des étincelles sous l'eau. Ça va tellement vite que vous avez des étincelles. Et ces étincelles, on les a mesurées à 22 000 Kelvin, c'est la température à la surface du Soleil. Quand cette crevette envoie ses marteaux, il se forme une bulle d'air autour qui s'appelle une bulle de supercavitation. La supercavitation a été étudiée au départ par l'armée russe pour faire des torpilles qui peuvent aller à plus de 150 km/h sous l'eau. Et aujourd'hui beaucoup plus, paraît-il, des torpilles Shkval, dont les Russes ont donné la technologie à l'Iran, ce qui serait une des grandes raisons pour lesquelles les Américains n'ont pas déployé de porte-avions trop proches des côtes iraniennes, parce que ces torpilles peuvent sniper un porte-avions. Les Chinois prétendent, avec la technologie de supercavitation, avoir mis au point un sous-marin qui pourrait faire 500 nœuds sous l'eau, en se déplaçant dans une bulle d'air. Et la supercavitation aujourd'hui, le meilleur modèle d'étude que vous avez, c'est cette crevette. Mais c'est pas fini. Cette crevette, ses yeux, parce qu'après tout, si la nature est une bibliothèque, chaque espèce est un livre entier. Moi, je vous ai parlé que du chapitre marteau, mais je peux vous parler du chapitre yeux. Les yeux des chiens ont 2 types de cônes différents pour reconnaître les couleurs. 2 types de cônes. Nous en avons 3. Les chiens sont donc des daltoniens par rapport à nous. Cette crevette en a 16. Ça veut donc dire que nous sommes un tiers de daltoniens par rapport à elle. Elle est très colorée, mais la couleur que nous on voit, ce n'est rien par rapport à celle qu'elle voit. 16 cônes. Les Américains se sont inspirés de ses yeux pour concevoir une caméra qui permet de détecter rapidement les cellules cancéreuses dans les biopsies. C'est une caméra bio-inspirée tirée des yeux de cette crevette. Et les yeux de cette crevette possèdent l'écran solaire le plus efficace connu de l'homme. Les mycosporine-like aminoacides, qui sont des écrans solaires naturels produits par les espèces pélagiques. Ces écrans